Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vois que euh, beaucoup de gens sont déjà là, donc bienvenue. Bienvenue à ce webinaire. Alors, un webinaire, hein, je vous rappelle, c'est un séminaire web, en fait, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. En l'occurrence, pour nous, ce sont des conférences hein, qui vont se dérouler comme ça. Alors, on a commencé déjà un petit peu, certains d'entre vous d'ailleurs ont déjà participé. Ça va être un petit peu différent cette fois-ci parce qu'on s'améliore et maintenant en fait on n'est plus limité à 20 minutes comme avant, donc on va essayer de faire quelque chose qui va tenir une heure à peu près. Ça commencera par une présentation un petit peu de la Lune avec des images bien sûr, et puis on continuera avec vos questions au fil de l'eau, hein. On va voir comment comment ça se prépare. Donc vous pouvez nous donner votre nom sur le chat et sur votre prénom. Voilà, vous avez commencé, c'est très bien, il faut continuer. Hein, pour ceux qui ne se sont pas manifestés encore. Hein, on n'est pas très nombreux encore, parce que ce n'est pas encore très populaire. N'hésitez pas à en parler autour de vous, on en fera d'autres. Et puis on va accueillir Daniel, mon collègue, que certains connaissent déjà. Hein, il va arriver et il va nous présenter finalement la Lune. Voilà, donc on invite Daniel à nous rejoindre. Voilà. Si Daniel ne vient pas, ça va être plus compliqué. Enfin, je peux animer aussi, mais voilà Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Vincent, merci. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a un petit peu de monde quand même, plus que la dernière fois. La semaine dernière, on a parlé du système solaire. On a se promené parmi les planètes. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la Lune, hein, qui est plus proche de nous. Alors, on va faire à peu près une heure en tout, hein, comme Vincent vient de le dire. On va faire une demi-heure de présentation à peu près, et puis on verra si, avec une demi-heure de questions, on arrive à répondre à tout ce que vous allez nous demander certainement. Si des questions vous viennent en cours de route, n'hésitez pas à les noter ou à les chatter directement. Vincent surveille en même temps votre chat, et puis on essaiera de montrer plus précisément tout à l'heure. Alors, vous avez peut-être vu derrière moi, il y a une belle photo de la Lune. Un agrandissement, vous savez qu'on a des cartes précises hein, de la Lune avec la position de tous les cratères, parce qu'évidemment, sur la Lune, il y a essentiellement des cratères. Mais on va parler de tout, hein, de la Lune, comment on la voit, où est-ce qu'elle est, comment elle s'est formée même, on va voir. Et puis, en fonction de vos questions, on va l'ajuster tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est partager mon écran pour vous permettre de voir une vidéo. On va pas tarder. Voilà, voilà. Alors, je pense que vous devez apercevoir la Lune. Alors là, elle est en position pleine lune, telle qu'on la voit, les nuits de pleine lune qui durent 3 à 4 jours à peu près, enfin 3 à 4 nuits, on va dire, toutes les 4 semaines, donc c'est fréquent, hein, c'est très fréquent. Ce qui nous permet de voir tout de suite la lune telle que vous la voyez à l'œil nu, vous voyez en gros, là on voit un petit peu mieux qu'à l'œil nu, des zones blanches, des zones grises. Alors les zones grises, on a pris l'habitude d'appeler ça des mers. Bah, évidemment, il n'y a pas vraiment de mer sur la Lune, hein, mais on a gardé le nom. Donc voilà. En fait, ce sont de grandes plaines hein, de lave qui s'est refroidie. Hein, c'est tout ça, c'est dur. Hein, c'est la roche, de la poussière, des cailloux qui traînent sur la Lune. Et les parties blanches, plus claires, c'est les parties très cabossées avec beaucoup de cratères. Du coup, ça leur donne une couleur, une teinte plus lumineuse. Voilà. Alors, on va s'approcher de la Lune. Voilà. On va zoomer hein, pour s'approcher, pour voir un petit peu les détails de surface. Alors, elle n'est pas très très loin. Comme elle fait le tour de la Terre, on n'appelle pas ça vraiment une planète, hein, bien que ça ressemble tout à fait à une planète. Hein, c'est un peu comme la Terre, mais c'est pas la Terre. Puisqu'elle tourne autour de la Terre, on va appeler ça un satellite naturel. Alors, vous voyez que le Soleil écarte que la moitié, donc il y a un côté jour et un côté nuit. On aperçoit le Soleil au loin, là-bas, au fond. On va repasser devant le côté jour. Donc, vous voyez, le fait de la voir en croissant, en quartier, pleine, ça n'a rien à voir avec la Lune. Hein. La Lune, c'est une boule avec un côté jour et un côté nuit, exactement comme la Terre. Hein. Mais comme elle fait le tour de la Terre, des fois on la voit plus ou moins éclairée. C'est pour ça qu'on la voit en passant, des fois vous la voyez pleine, comme on est dans cette position. Donc il ne se passe rien de spécial au moment de la pleine lune, puisque la lune c'est toujours la même, c'est une boule. Hein. Que vous voyez le côté jour ou que vous ne voyez pas le côté nuit, ça ne change rien, la lune est toujours là. D'ailleurs, quand on la voit en petit croissant, on peut deviner le reste de la lune, c'est marrant. Voilà, on va s'approcher maintenant de notre satellite. Alors, faire le voyage, c'est pas très très loin, mais c'est compliqué. Hein. On va voir ça tout à l'heure.
c'est pas si simple d'aller visiter la Lune. Alors ça saute, ouais. Bon, c'est pas grave, hein. Il faudra avoir plus d'images pour faire une vidéo fluide, mais ça vous permet de voir la surface. On s'est approché, on va s'approcher un peu plus. On voit très bien les trous laissés sur la Lune. On appelle ça les cratères. Vous en avez toutes les tailles, hein. La taille du cratère dépend de la taille du caillou qui est tombé. En général, quand un caillou tombe, ça fait un trou, évidemment. Même si c'est un petit caillou, ça fait un petit trou. C'est un gros caillou, ça fait un trou plus grand. Le trou est plus grand que le caillou, évidemment, hein. Quand vous jetez un caillou dans de la vase, ça fait toujours un trou un peu plus grand. Là, c'est pas de la vase, hein. C'est quand même assez dur. Il faut dire que les cailloux tombent rapidement aussi, hein. Et on va continuer à s'approcher. On va pas atterrir cette fois-ci. On fera ça tout à l'heure. On a le temps. Voilà, on a un petit zoom de la surface lunaire. Je ne sais pas si vous voyez bien tous ces cratères. Alors, la plupart de toutes les traces, tous ces vieux cratères, ils ont pratiquement 4 milliards et demi d'années. 4 milliards d'années à peu près, hein. En 3-4 milliards d'années, il ne s'est pas passé grand-chose sur la Lune, hein. De temps en temps, il y a des cailloux qui tombent, bien sûr, mais d'abord, c'est des petits, hein, on ne les voit pas très bien. Ça ne rajoute pas vraiment un cratère de plus ou un tout petit cratère qui ne va pas se voir, à moins que vous connaissiez par cœur, avec une carte, la position de tous les trous sur la Lune. Ça ne change pratiquement pas, hein. On n'a pas changé, on la voit. Nos ancêtres, même ceux qui vivaient dans les cavernes il y a quelques millions d'années, eh bien, vous voyez une Lune exactement pareille, hein, quasiment identique à ce qu'on voit aujourd'hui. Alors la Lune, on dit qu'elle s'éloigne de la Terre, mais en fait, pas beaucoup, hein. La vitesse d'éloignement de la Lune est de quelques centimètres par an. Ça veut dire que dans quelques millions d'années, elle sera presque à la même place, on verra pratiquement pas la différence, hein. Donc c'est pas vraiment visible, hein. Voilà. Donc on a commencé par une vue de la Lune telle que ça se présente, vue de la Terre, et puis en s'approchant un petit peu, on a même des caméras qui tournent en ce moment autour de la Lune, qui nous permettent de voir des photos, hein, assez précisément. On peut la voir quasiment en direct. De toute façon, sortez dehors, vous la voyez en direct. Un peu moins précisément qu'avec une caméra qui se trouve sur place. Alors, eh bien, il y a 50 ans, on est allé sur la Lune. Mais c'était il y a 50 ans. Alors, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous apercevez ma souris. Alors, vous avez vu là, à cet endroit-là, il faut peut-être que je revienne un peu en arrière. Je vais voir ce que ça donne. Non, c'est pas celle-là. Voilà, je m'arrête là. Alors, surveillez bien ce coin-là. Vous voyez, on voit bien le côté jour et le côté nuit. Et la limite entre le jour et la nuit, là, le bord, eh bien, on appelle ça le terminateur. Et à cet endroit-là, plus précisément sur le bord, là, mais côté nuit, vous allez voir une tache brillante. En fait, c'est un caillou qui va tomber, un petit astéroïde qui va tomber, va provoquer un cratère. Le choc est tellement violent que ça fait un flash lumineux, hein. Alors évidemment, il faut des caméras de surveillance. Alors je vais vous le mettre en route, surveillez bien, ça ne va pas tarder. Et voilà, vous voyez, ça dure pas longtemps, hein, 1 seconde, 2 secondes, après on ne voit plus rien. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller voir de plus près ce qu'on a pu faire avec des caméras, puisqu'on surveille la Lune. Vous voyez, ça se passe dans ces zones-là. Ce n'est pas un des gros cratères qu'on voit déjà et qui existe depuis des millions d'années, hein, vous allez voir. il faut vraiment zoomer pour voir la différence. Alors ça se situe ici. Je ne sais pas si vous voyez, en sautant en image, je m'arrête là. Vous voyez ma souris, voilà, il s'agit de ce trou-là. Vous voyez, si je bouge, en fait le trou n'existe pas avant et puis après il existe. En fait, on voit bien, voilà, je vais m'arrêter là, on voit bien en faisant ressortir certaines images avec des caméras spéciales, ça permet de voir les éjectats, les éclaboussures en quelque sorte provoquées par le caillou quand il tombe. Ça fait comme des éclaboussures pour vous balancer un caillou dans de la vase, ça fait des éclaboussures. Mais c'est exactement pareil. On appelle ça des éjectats, hein, sur la Lune, peu importe, on s'en fiche. Et ça, c'est récent, hein, c'est pas très vieux. Donc vous voyez, il y a des nouveaux cratères qui se produisent, mais bon, il est tout petit, hein, évidemment, il est tout petit. Quand vous voyez la Lune de loin, vous voyez, on a zoomé pour voir ça. Quand vous la voyez de loin, il n'y a rien qui change quasiment, hein, et ça ne va pas grossir la Lune d'avoir quelques cailloux qui tombent de temps en temps sur la Lune. Alors, des cailloux qui tombent, il en tombe aussi chez nous, sur la Terre. Mais la Terre est tellement grande que bon, ça ne tombe pas dans votre jardin tous les jours, bien sûr. Mais il y a des cailloux qui tombent. Voilà, on va reprendre notre balade. Je surveille le temps. Ah, oui. Alors, eh bien, on est allé sur la Lune. Enfin, quand on dit qu'on va sur la Lune, c'est un peu exagéré. On ne va pas sur la Lune. On est allé sur la Lune il y a 50 ans. Il y a eu quelques voyages, il n'y en a pas eu beaucoup, mais 6 atterrissages sur la Lune, c'était il y a 50 ans. Mais depuis 50 ans, absolument personne, n'a jamais fait de voyage en direction de la Lune. Et la Lune,
Un petit détail, Daniel, tu dis il y a 50 ans, il y a des enfants qui sont jeunes en fait là qui nous écoutent, il y en a qui ont 4 ans, 6 ans. Ça fait quoi 50 ans? T'avais quel âge toi quand on est allé sur la Lune? Alors, moi je peux le dire. Alors, je peux parler de moi, toi tu n'étais pas né évidemment. Non, moi quand on est allé sur la Lune, la première fois que quelqu'un est allé sur la Lune, j'étais tout juste né. J'avais tout juste 6 mois, j'étais un bébé. Hein. Voilà, donc c'était il y a longtemps. Et oui, ah, aujourd'hui vous voyez à quoi je ressemble. Hein. Voilà, donc c'était il y a très longtemps hein, qu'on est allé sur la Lune. Hein. Voilà. Voilà, je te laisse continuer, Daniel. En juillet 69, le premier décollage vers la Lune. J'avais 9 ans à l'époque et on venait juste d'avoir une télévision. Donc, il y avait très peu de télévision à l'époque. Il y avait très peu de chaînes de télé. Il n'y avait qu'une chaîne. En 69, il y en a peut-être 2. Je ne suis pas sûr que la deuxième chaîne était déjà là. Enfin, donc oui, c'était pas facile, mais tout le monde a regardé ça. Alors, le premier vol, c'était il y a 50 ans, en 69, et le dernier, c'était 3 ans et demi après. En fait, ça s'est étalé, les 6 atterrissages se sont étalés sur 3 ans. Ensuite, c'était fini. C'était fini. Plus personne n'est jamais retourné en direction de la Lune. Et aujourd'hui, on aimerait bien y retourner. Ben, aujourd'hui, on n'est pas encore capable. Parce que refaire une fusée comme vous voyez devant vous, là, je vais essayer de mieux vous la montrer. Là, on voit le bas. Là, on voit voilà, une vue d'ensemble. Vous voyez cette fusée, la Saturne V, qui a envoyé les astronautes, qui a permis aux astronautes d'aller vers la Lune. Elle est grande comme la Tour Bretagne, pour les Nantais qui nous écoutent. Là. Vous voyez la Tour Bretagne, ben, vous imaginez la Tour Bretagne qui décolle. Vous imaginez, bon, l'ensemble de la fusée, hein, vous voyez pratiquement tout ça, là, ce sont des réservoirs de carburant. Une étincelle de trop, ça explose. Et puis tout en haut, là, il y a une petite cabine, capsule, dans laquelle se trouvent nos 3 astronautes qui partaient vers la Lune. Donc on a recommencé ça, enfin on a fait 6 atterrissages, une ratée, mais bon, il y a eu 6 atterrissages. Et sur les 3 astronautes qui partaient, il n'y en avait que 2 qui atterrissaient, le 3e avait le droit de tourner autour de la Lune pour surveiller tout le monde. Il fallait bien revenir. Alors le décollage est monstrueux, bien sûr. Ça faisait trembler la Terre sur une distance de 8 à 10 km autour de la base de lancement. Hein. Ça se passe au nord de Miami, en Floride, aux États-Unis. Il y a toujours cette base de lancement, hein, Cap Kennedy, il existe encore aujourd'hui. Vous voyez tous les tuyaux qui permettaient de contrôler la fusée qui s'arrachent au moment du décollage, exprès pour la laisser partir. Et elle décolle. Alors ça décolle lentement, hein, vous voyez, ça décolle aussi lentement que ça. Et ensuite, ça s'accélère au fur et à mesure, mais ça baisse lourd. Hein. Je ne me souviens plus, Vincent, je me souviens du poids de la fusée. 7000 tonnes, je crois, au décollage. Ouais, ça doit être ça. Je crois que c'est 7000 tonnes. Vous voyez, il ne faut pas se trouver dans les parages. D'ailleurs, tous les contrôleurs sont enfermés dans des blocos. C'est loin du site de décollage. Voilà le décollage de cette Saturne V en direction de la Lune. Alors, le voyage n'est pas vraiment long, hein, puisque ça a duré à peu près 3 jours et demi pour aller jusqu'à la Lune. Vous voyez, c'est pas long, 3 jours et demi. Elle est toujours dans l'atmosphère. Là, on voit un peu des turbulences se former autour du corps de la fusée, le temps de pénétrer l'atmosphère. Mais le vol vers la Lune est quand même long. 3000 tonnes au décollage. 3000 tonnes au décollage. Oui, 3000 tonnes. Et l'aller-retour se fait en une semaine. Donc, en gros, vous partez pour une semaine. C'est ce que faisaient les astronautes il y a 50 ans. Mais rappelez-vous, c'était il y a 50 ans. Hein. Depuis, c'est fini. Depuis, on envoie des caméras automatiques. Hein. Mais bon, il n'y a personne dedans. Voilà, on survole un petit peu notre satellite. Cette petite planète qu'on appelle la Lune, notre satellite naturel. Et voilà, la partie de la fusée qui est enfermée, ça, ce que vous voyez là, le LEM était enfermé dans la fusée que vous avez vue tout à l'heure, au décollage. Et voilà pour l'atterrissage, la partie atterrissage. Ils ne sont que 2 à bord du LEM. Le 3e astronaute reste à tourner autour de la Lune. Il surveille tout le monde. Il faut qu'il ramène tout le monde sain et sauf sur la Terre, hein, bien sûr. Donc, voilà, alors, tu dis atterrissage, Daniel. On dit atterrissage ou alunissage, alors? Alors, on a eu le droit d'utiliser les 2. On peut dire alunissage, on peut dire atterrissage. Alors, le problème, c'est qu'on a posé des robots automatiques avec personne dedans sur Mars. On se dit, est-ce qu'on va amérir? Ça devient compliqué. Donc, on garde le terme atterrir pour tous les corps du système solaire. Et pour la Lune, on peut dire aussi alunissage. Historiquement, on a gardé le mot. Voilà la partie atterrissage. Donc, c'est Armstrong et Aldrin, les 2 premiers astronautes à avoir débarqué marché sur la Lune. Ils ne sont pas restés longtemps, au bout de 2h30, ils sont rentrés. Vous voyez l'échelle pour descendre, hein. Ça c'est le sas de sortie, l'échelle pour descendre. On voit sur quelques vidéos d'origine, mais les caméras de l'époque n'étaient pas extraordinaires, surtout celles embarquées sur le module lunaire.
Et ils sont restés 2 h 30, le temps d'installer quelques instruments de mesure, et puis ils sont revenus bien vite. Et puis à chaque atterrissage, l'équipage, le nouvel équipage, restait un peu plus longtemps. Et lors du dernier atterrissage, ils sont restés 3 jours. Alors vous voyez un astronaute en train de se balader là, il ne fait pas le zouave, c'est que se mouvoir sur la Lune est compliqué, comme vous pouvez le constater. On peut tomber, bien sûr, il y a de la gravité comme sur la Terre, mais 6 fois moins que chez nous. Sauf que votre combinaison est invraisemblable. Voilà, ce qui arrive quand vous ne faites pas attention. La combinaison est invraisemblable parce qu'elle doit vous protéger des écarts de température. J'arrête un peu l'image. Vous voyez, les parties très blanches sont éclairées par le soleil. Eh bien, il fait 150 degrés. Ouais, mais regardez sur la combinaison, il y a des parties qui sont à l'ombre, ici, là, par exemple, ou là, elles sont à moins 150 degrés. Ça veut dire qu'il y a 300 degrés de différence entre les parties éclairées et les parties à l'ombre. Et on est à la même distance du Soleil quand vous êtes sur la Lune que sur la Terre. Mais chez nous, il y a de l'air autour de nous qui va amortir cette différence. Vous voyez, s'il n'y avait pas d'air autour de nous, là, je ne pourrais pas respirer, et vous non plus, ce serait bien embêtant. Mais si j'étais au Soleil, je serais à 150 degrés, je serais grillé d'un côté, et puis de l'autre côté, je serais congelé à moins 150. Parce que la Lune et la Terre sont toutes les deux à la même distance du Soleil. Mais vous voyez, le fait que la Lune n'ait pas d'atmosphère, eh bien, il n'y a plus ce mélange de chaud et froid. C'est tiède, hein. Chez nous, c'est tiède. Sur la Lune, c'est brutal. Voilà, on va laisser notre astronaute se ramasser. Voilà. Bon, il n'y a pas eu d'accident, hein. Tout le monde est rentré sain et sauf. Il y a eu un pépin avec Apollo 13, c'était le 3e vol vers la Lune, et ils ont failli y rester, mais il y a eu un pépin à mi-chemin. Il y a eu un accident, une explosion, mais bon, ils s'en sont sortis quand même, ils ont réussi à revenir. Voilà, vous voyez, pour se relever, c'est pas dû au fait que la gravité est légère, c'est dû à la combinaison qui est très, très rigide, hein. Elle n'est pas très souple, hein. C'est pas une tenue de sport, hein. Oui, c'est compliqué, pour protéger, rappelez-vous, votre astronaute. Alors là, sur la bande originale, il chante, hein. Je crois que c'est sur celle-ci, je ne sais plus. Ils chantent, ils s'amusent, quoi. Bon, ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'amuser, c'est vrai que les opérations sont délicates, très compliquées. Il y a de la poussière, hein. Vous voyez bien la poussière qui est soulevée par l'astronaute qui tombe. Et vous voyez que, vu la combinaison qui n'est pas très souple, c'est plus facile de faire des petits bonds comme un kangourou plutôt que de marcher normalement. Alors, les photos sont de meilleure qualité que les vidéos, parce que les vidéos en 1969 et 1970, les caméras n'étaient pas extraordinaires, surtout quand il y a le soleil qui donne sur l'objectif, hein. Et hop, voilà comment on tombe sur la Lune. Voilà pour ces quelques images d'époque, hein. Ça date d'il y a 50 ans. Donc, dernier atterrissage, c'était au mois de décembre 1972. J'avais 12 ans. Mais je m'en souviens plus, hein. Voilà. On a cumulé quelques scénettes là où on les voit tomber, hein. Ah, on a perdu Vincent qui s'est déconnecté. Non, je suis toujours là, J'ai éteint ma caméra quelques secondes pour des raisons techniques. Mais je suis toujours là. Merci. LRO. Alors, vous avez vu LRO, là, que vous venez de voir. J'ai pris une image, une vidéo que vous pouvez retrouver sur Internet, mais on va la commenter. LRO, c'est un espèce de rover, un robot qui tourne, une caméra compliquée qui tourne autour de la Lune. Et LRO a été lancé en 2009, hein, c'est-à-dire il y a 11 ans maintenant, en 2009. Et elle était prévue pour fonctionner à peu près 1 heure, c'est toujours comme ça, hein, une année, pardon. Et en fait, ça fait 11 ans qu'elle tourne et qu'elle fonctionne et qu'elle nous envoie des photos, des images de la Lune. En fait, tant que ça ne tombe pas en panne, tout va bien. Alors là, vous êtes il y a 4 milliards et demi d'années quand la Lune se refroidit. Là, je ne vous montre pas la formation, mais le refroidissement de la Lune. Vous voyez, et puis ensuite, il y a des impacts qui se produisent après que la surface de la Lune se soit refroidie, parce qu'au départ, c'est de la lave, hein. Bon, c'est mou, hein, c'est comme de l'eau, mais c'est de la lave, c'est très chaud. Ensuite, ça se refroidit, évidemment. La Terre, c'est fait de la même façon. Et puis ensuite, une fois que ça s'est refroidi, il y a encore des cailloux qui tombent, alors des gros cailloux, hein, oui, celui qui a formé le bassin d'Aiken, là, au pôle sud de la Lune. Alors attends, oui. C'était il y a 4,3 milliards d'années. Oui. Est-ce qu'il y avait des dinosaures à ce moment-là sur la Terre? Eh bien, je crois pas. Il n'y avait pas de non. Hein, pas encore. C'était avant les dinosaures, oui. Donc c'est très très vieux, hein. C'est très très vieux. Alors la Terre subit la même chose, hein, d'ailleurs.
Oui, ça éjecte autour de la Lune plein de morceaux qui finissent par retomber parce que c'est dans le champ de gravité de la Lune. Ensuite, il y a d'autres cailloux qui tombent. Alors, on ne sait pas pourquoi, entre 3,8 milliards d'années et 4 milliards et 1, il y a une pluie d'astéroïdes qui tombent. C'est dû au fait qu'il se passe des circonstances précises lors de la formation du système solaire tout entier, hein, pas que de la Lune. Mais comme la Lune en fait partie, évidemment, elle est concernée. Ça se refroidit à nouveau, vous voyez, ça s'est bien activé, et ça donne naissance à ces bassins plats, on appelle des mers aujourd'hui, qui sont sombres. Vous vous rappelez les parties sombres qu'on voit quand on regarde la pleine Lune? Bah, vous voyez, c'était il y a 4 milliards d'années, ça s'est passé à cette époque. Et ça n'a pas beaucoup changé. Vous voyez, vous allez reconnaître la Lune au fur et à mesure qu'elle va se refroidir. Vous voyez, elle ressemble déjà, à cette époque-là, elle ressemble déjà pratiquement à ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, on va rajouter quelques morceaux qui sont tombés un peu plus tardivement. Voilà, la chute intermédiaire. Là, vous voyez, on est entre 3,8 milliards d'années et 1 milliard d'années. Il y a encore des cailloux qui sont tombés. Et ça tombait aussi vite que ça alors ou... Alors, vu les distances, là, non, c'est un peu exagéré en termes de vitesse. Ah, mais ça tombe vite. Hein. Un caillou qui tombe, c'est plusieurs dizaines de kilomètres secondes. Et quand un caillou tombe sur la Terre, il est freiné par l'atmosphère. Donc, et finalement, il finit par tomber tout doucement. Enfin, tout doucement, j'exagère un peu. Un caillou qui tombe, c'est un caillou qui tombe. Mais un caillou qui tombe sur la Lune n'est pas freiné. Hein. Il va à la vitesse qu'il a dans l'espace. Et vous voyez, telle qu'elle est aujourd'hui, vous voyez, ça n'a pas changé. Les principaux cratères sont encore là. Voilà. Donc, de temps en temps, il y a des petits cailloux supplémentaires, enfin des petits cratères supplémentaires, mais des tout petits, pas visibles à l'œil nu, alors que là, on les voit très très bien. Voilà pour l'histoire de la formation tardive, enfin l'aspect de la Lune aujourd'hui. Et ça, c'est alors on a reconstitué ça à partir évidemment de ce qu'on a pu récupérer comme images précises, des cartes précises qu'on a faites de la Lune. Voilà, ça c'est le Goddard Space Flight Center. C'est un des centres de la NASA. Il y a plusieurs centres, une dizaine de petits centres, de gros centres de recherche qui travaillent pour la NASA, qui est l'agence spatiale américaine. Et c'est eux qui ont fait cette vidéo. Voilà. Alors on revient, on va faire un comparatif avec la Terre. On va parler un petit peu des phases lunaires. Il reste un petit peu de temps. Alors, on s'éloigne de la Terre, vous voyez que le Soleil éclaire la moitié de la Terre. En fait, la Terre, c'est une boule avec un côté jour, un côté nuit, puisque le Soleil est toujours allumé, il éclaire toujours, on voit le Soleil au loin, sur la droite, là, et on voit qu'il éclaire la moitié de la Terre. Donc, là, comme la Terre tourne tout doucement, bah, on passe du jour à la nuit, de la nuit au jour, du jour à la nuit, et ainsi de suite. Nous, on a l'impression que ça change, mais en fait, il n'y a rien qui change. Le Soleil est toujours éclairé, il éclaire toujours, et la Terre a toujours un côté jour et toujours un côté nuit. Alors, ça donne quoi pour la Lune? Alors, il faut positionner la Lune par rapport à la Terre. Rappelez-vous, la Lune fait le tour de la Terre, tout simplement. Elle n'est pas très loin, elle est à 400 000 km environ. Là, c'est la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Alors, nous, on fait ça en une année, hein, le trait bleu que vous apercevez là. Voilà, on fait un tour de Soleil en un an. On fait donc 365 fois deux tours sur nous-mêmes, comme une toupie, en même temps qu'on fait un tour de Soleil. Alors que pour la Lune, voilà, on positionne la Lune autour de la Terre. Vous voyez, la Lune tourne en rond autour de la Terre. C'est pour ça qu'au lieu de l'appeler planète, on va l'appeler satellite naturel de la Terre. Bon, notez au passage pour les petits malins que la Terre fait le tour du Soleil. Donc la Terre est un satellite naturel du Soleil. Alors, on a décidé d'appeler ça des planètes. On joue sur des mots parfois. Voilà, vous voyez, le Soleil éclaire la moitié de la Terre et la moitié de la Lune. Il y a un côté jour, un côté nuit sur la Terre, mais aussi sur la Lune. Alors, dans cette position-là, vous voyez, on est en phase de nouvelle Lune. Pourquoi? Parce que comme on habite sur la Terre, on regarde dans la direction du Soleil, qui est aussi la direction de la Lune, sauf que vous regardez le côté nuit. On ne voit rien. Alors, en cherchant bien la Lune comme ça, en plein jour, côté nuit, ça ne va pas être simple. Hein. En trichant un petit peu, on y arrive, mais ce n'est pas simple. Ou alors, la Lune passe juste devant le Soleil. Et là, il y a une éclipse. Mais bon, la plupart du temps, elle passe un peu à côté, donc on ne la voit pas du tout. Il n'y a pas d'éclipse du tout. Ça arrive de temps en temps, et c'est très joli à observer. Alors, la Lune continue de bouger. Vous voyez, dans cette position, on commence à apercevoir le côté jour, vous voyez. Et si vous regardez bien, pour voir ce croissant de Lune, là, dans la fenêtre au-dessus, vous voyez ce qu'on voit depuis chez nous, depuis chez vous. Vous voyez, vous êtes sur le côté jour. Donc, pour voir un croissant de Lune, il faut plutôt être le jour que la nuit. Alors, pas être facile de voir un croissant de Lune du côté nuit. Parce que vous allez voir, si on continue notre balade de la Lune autour de la Terre, ici, vous voyez, on voit un quartier
Donc là, vous êtes juste à la limite du jour et la nuit. C'est le soir. C'est le soir. Mais regardez, si on se met ici du côté nuit, on voit plus qu'un croissant. On la voit de 3/4. Hein. On voit la lune ovale, en quelque sorte. On dit gibbeuse. Alors ça, c'est la pleine lune, vous voyez. Elle est pile poil juste en face de la direction du soleil. Vous voyez. Donc, vous voyez, là, c'est plutôt la nuit. Vous ne verrez pas une pleine lune à midi. Vous voyez. La pleine lune, ce sera plutôt à minuit. Et ainsi de suite, hein, bien sûr. Et elle fait ça toutes les 4 semaines. Un tour complet toutes les 4 semaines. Voilà, on est en phase gibbeuse, hein, côté nuit, le matin, plutôt le matin, côté matin. Dernier quartier, c'est carrément le matin, vous voyez, vous êtes juste à la limite du jour et de la nuit. Ça veut dire que vous allez la voir de minuit jusqu'à midi, hein, c'est-à-dire toute la matinée quand même. Hein. Voilà, et là, vous la voyez à nouveau en croissant, plutôt dans la matinée, dans la journée. Et la phase d'après, on retourne à notre point de départ pour rappeler la nouvelle lune. Et tout ça en 4 semaines. Donc voilà ce que sont les phases lunaires. Un jeu de lumière, hein, entre le jour et la nuit. Rien d'autre que ça. Voilà, on a arrêté. Attendez, je vais stopper cette partie-là. L'écran. Alors, je crois qu'on est prêt pour les questions. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont été préparées. Alors, on a déjà répondu à 2 questions. J'ai répondu à 2 questions dans la partie questions, là. Hein, j'ai répondu à Maël qui demandait ce que c'était que les cailloux qui tombaient sur la Lune. Hein, et j'expliquais qu'effectivement, ce sont des astéroïdes, donc des cailloux qui tournent autour du Soleil et qui peuvent tomber donc sur des planètes ou sur des satellites comme la Lune. Hein, et puis, il n'y a pas de volcan, en effet, sur la Lune, puisque la Lune, elle a refroidi et du coup, il n'y a plus de lave à l'intérieur. Donc voilà. Alors, il y a Caroline qui nous demande comment expliquer que la Lune s'éloigne de la Terre et puis pourquoi il y a moins de pluie d'astéroïdes aujourd'hui qu'il y a plusieurs milliards d'années. Est-ce qu'il serait possible qu'il y en ait à nouveau? On répond. Tu veux répondre, Daniel? Tu veux que je réponde? Comme tu veux. Ça m'est égal. Bon, allez, je vais répondre pour commencer. Donc, comment s'expliquer que la Lune s'éloigne de la Terre? En fait, c'est une question d'équilibre et les mouvements sont très très lents. Et puis la Lune, elle ralentit. Elle est ralentie finalement par les phénomènes de marée. Et en même temps, du coup, elle s'éloigne. C'est un phénomène naturel. Ça va ensemble, mais ça se passe très 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 lentement. C'est-à-dire qu'il aurait fallu venir, je sais pas, tu en parlais des dinosaures tout à l'heure, peut-être qu'à l'époque des dinosaures, on aurait vu une différence, on aurait vu la Lune beaucoup plus grosse, mais malgré tout, ça se joue sur des centaines de milliers ou des millions d'années hein, pour tout ça. Voilà. Et puis pourquoi est-ce qu'il y a moins de pluie d'astéroïdes aujourd'hui qu'il y en avait il y a plusieurs milliards d'années? Alors, la réflexion qu'on peut avoir, je pense que c'est Caroline, je pense que vous êtes adulte parce que j'ai pas vu votre âge, donc je vous considère comme adulte. Je vais vous répondre en tant que tel. Dites-moi si c'est pas le cas. Hein. Mais effectivement, voilà. Imaginez-vous qu'il y ait des cailloux qui tombent un peu partout. Au bout d'un moment, il y en a moins. C'est-à-dire que c'est pas une quantité infinie. Il y a une quantité de matière dans le système solaire. Au fur et à mesure que ça tombe, c'est tombé, quoi. Ça y est, une fois que c'est tombé, en quelque sorte. Et puis, il faut bien se rendre compte que la pluie d'astéroïdes que vous avez pu voir tout à l'heure sur les images du Goddard Space Center, c'est une simulation, en fait, et c'est en 3 minutes, hein, c'est l'évolution de la Lune en 3 minutes, quelque chose comme ça. Donc, forcément, on a l'impression d'une pluie. En fait, il faut se dire que non, il en tombait peut-être un peu plus à ce moment-là qu'à d'autres moments. C'est pour ça que je demandais à Daniel, est-ce que ça va aussi vite? En fait, ma question, c'était surtout, est-ce qu'il y en a autant que ça d'un coup? Et à vrai dire, non, pas vraiment. C'est-à-dire que si vous aviez été à l'époque, à ce moment-là, sur la Lune, bon, c'est un moment où se sont formés beaucoup de cratères. Mais ça ne veut pas dire que vous étiez sous une pluie d'astéroïdes. Hein, c'était plus d'astéroïdes qu'aujourd'hui. Mais bon, pas forcément non plus. On n'était pas obligé de sortir avec son para-astéroïde. Hein. D'un parapluie ou d'un parasol, il a fallu un para-astéroïde. Non, c'était pas utile non plus, quoi. Hein.
Voilà, il ne fallait pas avoir de chance non plus pour se prendre un astéroïde sur la tête, quoi. Voilà. D'autres questions peut-être? Ah, je vois qu'il y en a de nouvelles qui sont arrivées dans la partie questions. Alors on peut les poser dans le chat aussi, hein, c'est possible aussi. Pourquoi appelle-t-on certaines lunes des lunes rousses? Ah, Daniel, tu nous réponds à ça ou tu ferais... Alors, comme la Lune, c'est un objet facilement repérable dans le ciel, hein, elle a toujours été là, même à une époque, on ne savait pas du tout ce que c'était, ni à quoi ça pouvait ressembler. Et on a construit plein de légendes pour plein de choses. Hein, pour les premiers humains, quand ils voyaient des orages avec des éclairs, ils ont inventé des tas de choses pour essayer d'expliquer ce que ça pouvait être, des dieux, des déesses, plein de choses comme ça. Et sur la Lune, on a inventé quantité de légendes. Et ces légendes ont perduré, même si on a appris depuis ce que c'était que la Lune, comment elle s'était formée, quel âge elle a, ce qui se passe sur la Lune et tout ça. Malgré ça, il y a toujours des vieilles légendes qui sont accrochées à la Lune et qui perdurent encore aujourd'hui. Hein. Même si ça reste des vieilles légendes. Alors c'est très amusant d'un point de vue légende, c'est tout, mais ça reste que des légendes. Donc la Lune rousse est rattachée à ces vieilles légendes. Mais bon, on peut toujours raccrocher, par exemple, si vous considérez que quand vous voyez la pleine Lune au printemps, ça veut dire que le ciel est découvert. Si le ciel est découvert au printemps, ça risque de geler la nuit. Si ça gèle la nuit, ça peut roussir les premiers bourgeons et ça roussit les bourgeons. On peut appeler ça la Lune rousse. Mais il y en a qui vous donneront d'autres explications avec la couleur de la Lune. Mais la couleur de la Lune, la couleur dépend de l'éclairage du soleil et du filtre provoqué par l'atmosphère. Par exemple, vous voyez bien, les jours où vous avez du brouillard, vous voyez moins bien, la lumière ambiante est plutôt blanchâtre, même si vous ne voyez pas directement le soleil. Bon, vous imaginez quand vous voyez le soleil à travers une brume, les nuages, ou le soir, vous voyez bien le soir, quand vous regardez le soleil, il n'est pas de la même couleur qu'en pleine journée. Pourquoi? Ce n'est pas le soleil qui a changé de couleur. C'est la lumière du soleil qui est obligée de traverser l'atmosphère. Et le soir, il est plus bas. L'atmosphère est plus épaisse, la traversée de l'atmosphère est plus longue. Donc, ça filtre plus la lumière. Et le bleu est filtré très vite. Et la couleur rouge est filtrée beaucoup moins. Du coup, le soleil paraît... Le soleil et tous les objets brillants, c'est-à-dire la Lune aussi. Mais aussi, c'est valable aussi pour les étoiles. C'est les plus brillantes, ou les planètes. Elles paraîtront toujours plus rouges à l'horizon parce que les autres couleurs sont absorbées plus vite. C'est pour ça, d'ailleurs, que globalement, quand vous sortez dehors, en plein jour, on peut dire que le ciel est bleu. Le ciel n'est pas bleu. On le voit bleu parce que c'est de la lumière provoquée par le soleil et c'est le bleu qui va s'éparpiller le plus dans l'atmosphère. De la même façon que quand vous regardez la Terre de loin, on dit la planète bleue. Mais la Terre n'est pas bleue. On la voit bleue parce qu'elle est recouverte d'une atmosphère. Ça fait perdre la lumière du soleil dans cette atmosphère avec cette couleur bleue. Et elle n'est pas bleue parce que c'est la couleur de l'eau. L'eau n'est pas bleue. Les océans ne sont pas bleus. Mais l'eau, c'est transparent comme de l'air. Donc l'eau est traversée par la lumière et le bleu se perd en route. Donc globalement, vu de loin, à grande échelle, à l'échelle d'une planète, on a plutôt l'impression que les océans sont plutôt bleus et l'atmosphère est plutôt bleue. Mais ce n'est pas propre à la couleur de l'atmosphère ou de l'eau. J'ai oublié la question. C'était quoi la question? C'était sur les couleurs de la Lune rousse, oui, en fait. La Lune rousse, c'est ça. Ouais. Donc, vous voyez, méfiez-vous des couleurs. Il y a plein de choses qui sont reliées aux couleurs. Les choses ne sont pas aussi... quand on veut rentrer dans le détail, hein, évidemment, pour les couleurs, quand on apprend les couleurs à l'école, vous allez voir, au début, on apprend ça d'une façon simple, en parlant des arcs-en-ciel, mais c'est très complexe, hein, les couleurs. Pour bien comprendre ce que c'est que les couleurs, il faut connaître les longueurs d'onde, il faut connaître plein de choses. Mais bon, ça, c'est la science. Hein, on apprend les choses au fur et à mesure. On n'est pas obligé d'apprendre tout d'un coup, quoi. Alors pour rajouter des choses, en fait, comme les lunes, comme la pleine lune, elle revient tous les mois, il y a des gens qui se sont amusés à donner des noms à la première, la deuxième, la troisième, la quatrième pleine lune de l'année. Alors la pleine lune au printemps, là au mois d'avril ou mai, la pleine lune qui arrive à ce moment-là, on l'appelle la lune rousse. Voilà. Pour des raisons que Daniel a expliquées, qui sont pas forcément, voilà, on aurait pu l'appeler la lune cocorico ou la lune chaussette, comme on veut, voilà, on l'appelle exactement comme on veut. C'est juste pour lui donner un nom, quoi, en quelque sorte. Et puis alors, il y a la lune des moissons, il y a la lune des, voilà, il y a des noms comme ça qui ont été donnés à la lune à certains moments de l'année. Voilà, bon, il n'y a pas forcément toujours une raison très précise. Alors c'est vrai qu'aussi des fois on voit la lune un peu plus rouge quand elle est à ras de l'horizon. C'est pas ça la lune rousse, c'est autre chose. Hein, mais c'est pas ça qu'on appelle la lune rousse. Mais quand on la voit rousse un petit peu dans le ciel, quand on la voit rouge, c'est parce qu'elle est basse sur l'horizon et que du coup sa lumière elle doit traverser
enfin la lumière qu'elle renvoie d'ailleurs, hein, qui vient du Soleil et qui est renvoyée par la Lune vers la Terre, elle doit traverser des couches d'air très importantes et du coup ça change la perception de sa couleur. Elle est toujours de la même couleur, mais on la voit différemment parce que ça traverse l'atmosphère, comme le Soleil qui rougit le soir quand on le regarde au coucher. Voilà. Oui, c'est un peu comme les éclairages, rappelez-vous, hein. La pleine lune, ça n'existe pas vraiment. La lune, c'est une boule, hein. Vous imaginez un ballon avec un côté éclairé et un côté qui ne l'est pas. Si vous voyez tout le côté jour, vous pouvez appeler ça le plein ballon ou la pleine lune, mais c'est toujours le même ballon, bah, c'est toujours la même lune aussi, hein. Que vous voyez la lune en croissant ou la voyez pleine, c'est exactement la même lune, elle est exactement la même distance, elle est exactement éclairée de la même façon. Donc si elle avait des effets, elle aurait exactement les mêmes effets, qu'elle soit en croissant ou pas en croissant, ou pleine ou pas pleine. Ça ne change rien du tout. Alors, on a une question de Naoden. Alors, Naoden, je ne sais pas quel âge il a, ce serait gentil de nous le dire, ça nous permettrait de savoir. J'ai pas dû. Ah si, j'avais Nathanaël et Nolad. Et Naoden, c'est quelqu'un d'autre encore? L'âge nous permet de répondre plus précisément à votre question. Voilà. 7 ans, d'accord, ok. Donc, alors, est-ce qu'il y a de l'eau, en fait, sur la Lune? Alors, oui, il y a de l'eau sur la Lune, mais elle est bien cachée. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, si on regarde, on va, par exemple, dans le nord là, de la Russie, eh bien, le sol, il est complètement gelé. Il est complètement gelé. Et en fait, si on regarde bien tout ça, si on le met dans un four, eh bien, ça va faire de l'eau. On va retrouver de l'eau dans le sol. Eh bien, pour la Lune, c'est un peu pareil. Il y a de l'eau dans le sol, mais il n'y en a pas beaucoup déjà. Et puis, elle est mélangée avec le sol. Donc, en fait, oui, il y a de l'eau, mais bon, voilà. Dans ton jardin aussi, il y a de l'eau, même quand c'est la sécheresse. Hein, quand le sol il est tout sec, on se dit, oh, bah, il n'y a pas d'eau. Ben, il y en a un peu, il y en a un petit peu, mais il y en a tellement peu par rapport au sol qu'on ne s'en rend pas compte. Alors sur la Lune, c'est un peu pareil. Donc il n'y a pas de mer, il n'y a pas d'océan, il n'y a rien de tout ça. On croyait autrefois. C'est pour ça qu'on a appelé les zones noires, on a appelé ça les mers lunaires, parce que on pensait vraiment qu'il y avait de l'eau sur la Lune. Voilà. Donc c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la carte là, hop là, c'est de l'autre côté, sur la carte là qu'a Daniel derrière lui, hein, on voit des zones. Alors bon, il y en a une qui est très blanche, c'est parce qu'elle est éclairée, c'est très éclairé, mais on voit des zones qui sont plus sombres, et les zones qui sont plus sombres, en fait, bien parfois ce sont ce qu'on appelle des mers, même s'il n'y a pas d'eau, mais autrefois on pensait que c'était de la mer. Voilà. On a une question sur les marées. Alors les marées, c'est quelque chose d'assez compliqué finalement à expliquer. C'est pas quelque chose de très 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 simple à expliquer. On comprend très bien comment fonctionnent les marées, on sait pourquoi il y a des marées, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, pour comprendre exactement comment ça fonctionne, il faut être déjà assez grand. Mais je peux essayer quand même si je me recule. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la Terre suffisamment bien. Voilà. Eh ben, la Lune à côté, vous voyez, c'est ma balle de ping-pong là. On voit les différences de grosseur. Donc vous voyez la différence. Et il faudrait les placer très très loin les unes des autres, parce que si on devait respecter à l'échelle la distance, il faudrait que je mette la Terre d'un bord et puis la Lune de l'autre côté. 5 mètres, 5 mètres entre les deux là. Donc, à cette échelle-là, c'est 5 mètres. 5 mètres. Donc vous voyez, c'est plus grand que le bureau dans lequel je suis. Donc voilà. En fait, la Lune, elle n'est pas très très grande par rapport à la Terre. Mais quand même, d'abord, la Lune est attirée par la Terre. Alors ce qui empêche la Lune de tomber sur la Terre, c'est qu'elle tourne. Le fait de tourner autour de la Terre, ça va l'empêcher de tomber. Et elle fait ça, on a vu tout à l'heure, 4 semaines pour faire un tour de Terre. Et ça dépend de la distance en fait. S'il était plus près, il faudrait qu'elle tourne plus vite. S'il était plus loin, il faudrait qu'elle tourne moins vite. Pour rester en équilibre, pour ne pas tomber sur la Terre ni s'échapper. Donc la Lune est attirée par la Terre. C'est d'abord la Lune qui est attirée par la Terre, parce que la Terre est plus grosse, hein, on voit bien la différence. Ouais, mais le contraire n'est pas négligeable. Hein. Par exemple, la Lune, quand même, n'est pas si petite que ça. Donc la Lune va quand même attirer un petit peu la Terre. Pas beaucoup, parce que vous voyez la différence. Hein. Alors, les choses les plus molles sur la Terre, ce sont les océans. Les océans, c'est des masses d'eau. Hein. Les océans à la surface de la Terre, c'est comme une petite flaque qui épouse la forme de la Terre, la forme d'une boule. Hein.
Donc c'est comme si c'était un ballon recouvert d'un peu d'eau, c'est ça les océans. Alors quand on est dessus sur un bateau, on a l'impression que c'est gigantesque, hein. Mais en fait, en regardant la Terre de loin, c'est pas si grand que ça. Donc la masse de la Lune, eh bien, va attirer un petit peu les choses les plus molles qui vont pouvoir se déformer sur la Terre, ce sont les océans. Donc il y a un bourrelet d'eau un peu plus haut. Alors évidemment, à cette échelle-là, vu de loin, ça reste une boule, hein. Mais on pourrait dire que c'est un petit peu ovale à cause de la présence, de la position de la Lune. Et il y a un bourrelet aussi de l'autre côté. Donc en fait, il y a deux bourrelets face à face. Comme nous, on tourne en 24 heures, rappelez-vous, la Terre tourne en 24 heures. Et ben, nous, on va passer dans les deux bourrelets d'eau. Il y a deux marées hautes par jour. Alors ça, c'est le cas le plus simple. Mais en fait, c'est très compliqué parce que vous voyez bien, les océans ne recouvrent pas forcément la moitié de la Terre. Il y a des continents, ça fait des barrières. Vous voyez bien, quand vous avez dans une rivière, vous mettez un caillou, l'eau est obligée de faire le tour. Si vous mettez un barrage, l'eau ne passe plus, hein, elle va trouver un chemin, donc c'est compliqué. Donc les masses d'eau bougent sur la surface de la Terre, mais il y a les contours des continents qui font que tout ça n'est pas très régulier. C'est pour ça qu'il y a des endroits sur la Terre où il n'y a pas de marée. Et puis il y a d'autres endroits où il y en a 7 par jour. Vous imaginez 7 marées par jour. Alors que nous, on en a sur nos côtes atlantiques, en tout cas, où on est nous, à Nantes, eh bien, on en a 2 par jour. C'est assez classique. Voilà. Et c'est dû à la masse de la Lune. Et les marées sont égales. En fait, comme la Lune est toujours à la même distance de la Terre, les marées sont normalement toujours égales. Il n'y a pas de marée plus forte ou moins forte, normalement, provoquée par la Lune. Parce que la Lune ne change pas de grosseur, elle ne change pas de distance. Elle tourne en rond peut-être, mais elle est toujours à la même distance. Donc les marées provoquées par la Lune sont toujours égales. Par contre, on n'a pas que ça dans l'espace. Vous avez aussi le Soleil, qui est plus loin, mais le Soleil est plus gros aussi. Donc le Soleil, il fait la même chose aussi que la Lune. Il tire un peu sur les océans. Donc si vous avez la Lune et le Soleil tous les deux du même côté, ça arrive, rappelez-vous, quand c'est la nouvelle Lune, eh bien, vous avez le Soleil et la Lune tous les deux du même côté, ils tirent tous les deux ensemble. Donc ça fait une marée plus grosse. Alors que si vous avez le Soleil d'un bord, la Lune de l'autre, qui sont en angle droit, chacun tire de son côté, ça fera une marée moyenne. Donc les différences de hauteur de marée, quand il y a des grosses marées, des petites marées, c'est pas provoqué par la Lune. C'est parce que vous rajoutez ou pas l'attraction du Soleil à celle de la Lune. Donc vous voyez, pour spécifier les marées, c'est très très compliqué quand on veut rentrer exactement dans le détail pour expliquer tous les phénomènes. Et je vois qui m'a posé la question. Alors, j'ai une surprise pour vous, à moins qu'il y ait une autre question tout de suite. Je vais vous montrer à quoi ressemble une météorite. Voilà à quoi ressemble celle qui est tombée à Chelyabinsk. Tu peux nous en parler, Vincent, sur la chute? Si on veut, oui. Alors, en fait, pourquoi tu montres une météorite? C'est pour expliquer qu'effectivement, les trous qu'on voit sur la Lune, ils sont provoqués par des cailloux, on disait. Ces cailloux, donc, c'est des astéroïdes, des morceaux d'astéroïdes. Et si ça tombe sur une planète, du coup, après, on appelle ça une météorite. Donc, une météorite, c'est un caillou qu'on retrouve quelque part sur une planète ou sur un satellite. Bon, alors, quand il y a des météorites qui sont tombées sur la Lune, évidemment, on ne peut pas les chercher, hein, parce que faudrait refaire le voyage, quoi. Hein, voilà. Et par contre, sur la Terre, de temps en temps, il en tombe régulièrement, et de temps en temps, on a la chance d'en retrouver. Alors, soit on les retrouve par hasard, parce que quelqu'un était par là, il a dit tiens, il est bizarre ce caillou, et puis si c'est un connaisseur, il est capable de déterminer si c'est une météorite ou pas. Il y a des indices qui permettent de le savoir, puis après on analyse. Ici, c'est encore différent, c'est-à-dire que de mémoire, c'était en mois de février, je crois que c'était le 13 février, 9 février 2013. Un truc comme ça. Voilà, c'était en 2013 plutôt, oui, d'ailleurs. Ça devait être février 2013. Il y a une grosse traînée dans le ciel, tout d'un coup, un truc très, très, très lumineux. Et ça fait même une explosion, parce que ça a cassé en plusieurs morceaux. Et du coup, ça fait un gros bang. Vous pouvez regarder sur Internet, ça s'appelle Chelyabinsk. C'est un nom russe, hein, voilà. Mais si vous tapez météorite et vous essayez de taper Chelyabinsk, tiens, je vais vous l'écrire sur le chat, comme ça vous pourrez retrouver à peu près comment ça s'écrit. Alors attendez, je vous le fais tout de suite, comme ça ce sera fait. Hop, sur le chat, voilà, Chelyabinsk. Voilà,
comme ça par exemple, mais des fois il y a des Y, etc. Ça dépend de l'orthographe qui est utilisée. Voilà, mais si vous tapez ça, ça va marcher. Et donc là, il y a un morceau qui faisait la taille d'un bus à peu près, qui est arrivé dans l'atmosphère. Ah, évidemment, ça arrivait très vite. Ça a fait un gros choc finalement parce que l'atmosphère, quand on arrive très très vite comme ça, bah, ça fait une grosse résistance. Et donc ce caillou, il a été pulvérisé en plein de petits cailloux. Hein, donc, je vous disais, il faisait la taille d'un bus à peu près. Le plus gros morceau, enfin les plus gros morceaux ont pu tomber sur Terre. Et le plus gros morceau qui est tombé sur Terre, à vrai dire, il est tombé dans le fond d'un lac. Hein, à Tcheliabinsk, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et donc, ce morceau qui est tombé au fond du lac, il faisait 650 kilos. Donc, quelque chose de très gros. Hein, quelque chose qui est gros comme... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple j'ai pas d'exemple comme ça sous la main. Mais c'est beaucoup plus qu'une citrouille, quoi. Une très très grosse citrouille. Voilà, on va dire ça comme ça. Une très grosse citrouille. Voilà, ou un cartable trop rempli. Et donc, oui, alors par contre, c'est un peu plus lourd parce que c'est de la roche très très serrée, hein, donc c'est très lourd et donc 650 kilos. Ça, c'était le plus gros morceau. Après, il y a eu plein d'autres morceaux qui sont tombés en même temps, évidemment. Des tout petits fragments, des fois, hein, quelques millimètres de large, même peut-être même plus petits que le millimètre. Et puis des morceaux intermédiaires, comme celui que Daniel tient dans sa main. Voilà. Ce morceau-là, il fait 950 grammes. Voilà, ça fait la taille d'un pamplemousse à peu près, mais un pamplemousse qui fait presque 1 kilo quand même. Hein. Et en fait, des cailloux comme ça, des gros comme ça et plus gros, il y en a eu une vingtaine. C'est-à-dire que celui-ci, c'est le 22e plus gros qui a été ramassé. Voilà. Donc le plus gros fait 650 kilos, le deuxième plus gros fait 24 kilos, et puis après on descend à 5 kilos. Il y en a quelques-uns qui font 3 kilos après, et puis une dizaine qui font à peu près 1 kilo comme celui-ci. Voilà. Donc, c'est un morceau qui est rare hein, quand même. Il y en a pas eu beaucoup. Et c'est le plus gros d'ailleurs que vous pouvez voir en Europe. Hein, il n'y en a pas de plus gros en Europe. Si vous voulez voir plus gros, il faut aller à Tcheliabinsk, voir le morceau de 650 kilos qui s'est désagrégé depuis. Il fait plus que 500 kilos ou quelque chose comme ça. Hein, puis il a perdu il a séché aussi. Hein, donc il y a de l'eau qui s'est évaporée et voilà. Mais donc, si vous voulez voir plus gros que ça, il faut aller à Tcheliabinsk en Russie. Tous les autres gros morceaux, ils sont dans des collections privées, donc on ne peut pas les voir et on ne sait pas toujours où ils sont. Voilà. Donc voilà pour ce caillou, entre guillemets. Je ne sais pas si vous voyez, il faut que je tourne dans le bon sens. Toc, toc, voilà, toc. Là, il y a un morceau lisse parce qu'on en a coupé un morceau. On a coupé un morceau pour étudier peut-être quel type de roche, dans quel genre de catégorie on allait classer ce caillou par rapport à d'autres cailloux qui sont déjà tombés. Voilà. Donc, vous pourrez venir le voir en fait quand vous viendrez au planétarium, quand il sera réouvert, puisqu'il est dans une vitrine au planétarium. Alors selon l'angle, des fois on peut voir, vas-y tourne là tout doucement, vous allez peut-être voir, alors là ça brille, c'est toute la surface qui brille, non, c'est la surface coupée, Daniel. Voilà. Si on tourne tout doucement, de temps en temps, on voit un endroit ou un autre qui brille, des tout petits points qui peuvent briller. Alors, il faut que tu tournes doucement, vas-y. Elle n'est pas éclairée, là. Il faut que... Non, elle est pas éclairée. Il faudrait qu'il y ait un reflet. Attends, bouge pas. On va essayer de... Je vais mettre une lampe dessus. Ouais, voilà, comme ça, ce sera peut-être mieux. Alors, voilà. Oui, on arrive à le voir, là, avec le... Alors, il faut tourner un petit peu. Ah, remonte. Voilà, tourne tout doucement. Hop là, pas facile. Bon, on voit pas bien. En tout cas, sur cette surface-là, la surface plate, là, il y a de temps en temps, on voit des petits endroits qui brillent un peu, qui sont tout petits, hein, comme des têtes d'épingle. Et ben, ce sont des morceaux de métal, en fait, hein, parce qu'il y a du métal dans les météorites, hein, souvent. Ici, en tout cas, il y en a un petit peu. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lourd qu'un caillou normal, quoi. Voilà. On pourrait dire que, vous voyez, quand un caillou tombe sur Terre, il va être obligé de traverser l'atmosphère. Ça va le ralentir, il va tomber moins vite quand il va traverser l'atmosphère, il va freiner. Ouais, mais ça va se faire au prix d'un dégagement de chaleur, il va brûler, en fait. C'est pour ça que quand vous voyez le caillou, il paraît noirci, comme s'il avait été jeté dans du feu.
parce que ça brûle en traversant l'atmosphère, le frottement contre l'air va le brûler. Donc il y a souvent une croûte noircie hein, qui est provoquée par la traversée de l'atmosphère, alors que le même caillou qui tombe sur la Lune, lui, il n'a pas d'atmosphère à traverser. Mais le choc va être plus violent, du coup ça va être difficile de trouver le morceau entier, parce qu'il va complètement se fracasser contre la roche qui est par terre. Ça va former souvent un cratère d'ailleurs. D'ailleurs, ce sera assez marrant, on peut s'amuser à calculer en fonction du type de roche ou de fer, de la quantité de fer qu'il y a dedans, à la vitesse à laquelle il tombe, quelle taille de trou ça fait, en fonction de la taille du caillou. Alors, plus le caillou est gros, évidemment, plus le trou est grand, mais on peut s'amuser. En général, on dit c'est 10 fois plus grand, mais ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la vitesse du caillou, ça dépend, ils n'ont pas tous la même vitesse. Hein, ça dépend de la taille, évidemment, bien sûr. Puis ça dépend de l'angle d'arrivée, vous voyez, s'il tombe tout droit ou s'il tombe un peu en biais, voilà, ça ricoche un petit peu. Alors, voilà. Céline nous demande, dingue, comment vous l'avez eu? En fait, vous l'avez eu comment? Alors, bah, ça s'achète, hein. Ça se trouve, en fait, il y a des collectionneurs, des revendeurs, etc. Un petit peu comme, bah, je sais pas si vous voulez acheter une peau de castor, et ben, vous allez voir un trappeur, quoi, voilà. Alors, ça se trouve pas chez Auchan ou Carrefour, hein, mais si vous savez, si vous connaissez un peu des trappeurs, alors ça se fait plus beaucoup les trappeurs, hein, ça court plus les rues, puis les castors on les laisse en paix et c'est très bien comme ça. Mais en fait il y a un marché autour de ça, donc on peut acheter des météorites ou les vendre si on en trouve. Mais alors pour en trouver, faut vraiment avoir un coup de chance monstrueux, ou alors être spécialiste et savoir comment chercher, où chercher avec les bons outils. Et à ce moment-là, on peut essayer d'en trouver. Mais il faut vraiment être spécialiste, hein. Moi, je me risquerai pas à ça. Alors, on va peut-être revenir un petit peu à la Lune, puisqu'on s'est un peu écarté. Il y a une question de Naoden, en fait, qui demande s'il pourrait y avoir de la vie sur la Lune et s'il y en a eu dans le passé. Alors, en fait, pour qu'il y ait de la vie quelque part, il faut que les conditions en fait le permettent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'eau surtout. Hein, pour aujourd'hui, on sait que la vie, elle a besoin d'eau. La vie telle qu'on la connaît, elle a besoin d'eau. Et si c'est pas la vie telle qu'on la connaît, on n'appelle pas ça la vie. Donc voilà, hein, on va parler de la vie telle qu'on la connaît. Voilà. Et donc, pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'eau liquide, c'est important. Et il faut surtout que ça dure très longtemps. C'est-à-dire qu'il faut que cette eau, elle reste là pendant des millions d'années. Voilà. Et en fait, sur la Lune, bah, j'en sais rien, peut-être qu'un jour il y a eu de l'eau liquide, j'en doute, mais peut-être qu'il y a eu des petites flaques par-ci par-là, pourquoi pas. Mais par contre, pas suffisamment et pas suffisamment longtemps pour que la vie ait le temps de se développer. Hein, il faut aussi sans doute de la pression et différentes choses comme ça. Alors c'est compliqué la pression, mais voilà, on pense que sur la Lune, il n'y a jamais eu les circonstances pour qu'il y ait de la vie. C'est trop petit en fait. Voilà. La seule planète sur laquelle on pense que peut-être, hein, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais peut-être il n'est pas impossible qu'il y ait pu y avoir un jour de la vie, ça pourrait être la planète Mars. Voilà. Mais on n'est pas sûr. Et s'il y a eu de la vie sur Mars, c'est resté des petits microbes, des bactéries, toutes petites choses qui sont invisibles à l'œil nu, hein, vraiment des microbes, et donc qui n'ont pas eu le temps de se développer plus pour faire des petits animaux comme des crevettes et encore moins des baleines. Hein, voilà. Hein, donc on a peut-être une petite chance de retrouver de la vie un jour sur Mars, enfin de la vie, non, des traces de vie. Hein, comme on trouve des squelettes de dinosaures, bah là on trouverait des restes d'une bactérie ou d'un petit microbe. Un petit microbe qui a fait caca dans un endroit, là, et puis on retrouve son petit caca, et on est content, on a trouvé un caca de microbe qui s'est solidifié depuis, qui est devenu un morceau de caillou. Voilà. Alors il faut être capable de le repérer, c'est pas facile. Voilà. Ce sera le sujet de notre prochaine. Si ce webinaire vous a intéressé, vous voyez bien comment ça se passe, hein, c'est sympa, j'espère pour vous. Et on va s'intéresser à la semaine prochaine, donc même heure, ça sera le 25 mars. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour la planète Mars. On va s'intéresser à Mars. Oui. La semaine dernière, on a fait le système solaire. Aujourd'hui, on fait la Lune, et la semaine prochaine, on s'intéressera à la planète Mars sous toutes ses coutures. On essaiera de voir si on trouve de la vie dessus. On a titulé ça, je crois, Vivre sur Mars. Donc, on va voir si on peut vivre sur Mars. Bah, déjà, il faudrait faire le voyage. Hein. Pour l'instant, personne n'a osé s'aventurer jusque-là. Déjà, vous avez vu la Lune. On a parlé de la Lune.
On l'a fait il y a 50 ans, mais il n'y a que 12 astronautes qui ont marché dessus. C'était il y a 50 ans. Depuis 48 ans, personne n'est retourné là-bas. On espère le faire depuis bien des années, de recommencer. Mais même maintenant, aujourd'hui, là, on espère faire ça peut-être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On n'en sait rien du tout, en fait. Ça dépend plein de choses. Hein. Ça dépend de décisions. Ça dépend qui sera élu président, le prochain président des États-Unis. Ça dépend de plein de choses. Donc, c'est impossible de deviner si on va retourner sur la Lune un jour d'ici 5 ans ou 10 ans. En tout cas, ce qu'on fait, c'est envoyer des astronautes autour de la Terre. Ça, c'est plus facile. Mars, pour l'instant, ça reste du rêve. Hein. Envoyer des robots là-bas, ça va, parce que c'est du temps, mais enfin, c'est un robot. Hein. Ça tombe en panne, c'est pas grave. Mais envoyer des astronautes, pour l'instant, c'est compliqué. Hein. Le voyage est long. On en reparle la semaine prochaine ensemble, hein, si vous le voulez bien. Voilà, en attendant, vous voyez que vous n'êtes pas encore très nombreux, hein, c'est tout nouveau, donc les gens connaissent pas encore l'existence de ça. N'hésitez pas à en parler autour de vous, y compris à l'autre bout de la France, hein, ou à l'autre bout du monde. Hein, les gens peuvent nous suivre depuis n'importe où, il suffit de venir se connecter comme vous l'avez fait. Donc n'hésitez pas, faites venir vos amis, votre famille, demandez-leur de participer. Bon, on est limité à 100 personnes, on est encore loin du compte, hein, vous voyez, là aujourd'hui on était 7, donc il y a encore de la place pour tout le monde. Et puis, ça fera évoluer aussi le format parce que s'il y a trop de questions, on ne pourra pas répondre à tout. Donc, ça fera changer un petit peu les choses, mais c'est intéressant. Plus on sera nombreux et plus ce sera chouette, j'espère en tout cas. En tout cas, on a eu plaisir à vous présenter tout ça. J'espère que vous avez vous aussi passé un bon moment. Voilà, n'hésitez pas à revenir nous voir encore une fois. Daniel, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, vous trouverez notre mail facilement, hein, donc n'hésitez pas à commenter ce qui s'est passé là aujourd'hui, parce qu'on est en mode expérimental. Donc on teste, on voit si c'est trop long, pas assez long, si vous avez eu le temps de poser vos questions ou pas assez de temps pour les questions, ou trop de temps pour les questions, enfin je ne sais pas. Donnez votre avis sur ce que vous avez vu, si les images sont vraiment mauvaises ou tout ça. Ça peut nous aider, on peut essayer d'améliorer certaines. Il y a des choses qu'on ne pourra pas beaucoup changer, hein. Les caméras sont celles devant moi, là, je ne peux pas les changer, mais bon, il y a des choses qu'on peut certainement améliorer. Il ne faut pas hésiter. Vous allez retrouver ça sur notre site internet. Rappelez-vous, on a un site internet où on a plein d'autres choses à proposer. Tous les mercredis, il y a des activités pour les enfants. Ce sont les défis du mercredi. Et vous avez tous les vendredis, on a une vidéo faite par notre collègue Esteban qui c'est très amusant à regarder et vous allez voir, il vous apprend à reconnaître des choses, des objets dans le ciel. Et puis il y a ces webinaires qu'on essaie de mettre en place là, une fois par semaine pour l'instant, peut-être plus, on verra. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous avez le lien direct pour la semaine prochaine sur le site internet, vous pouvez cliquer dessus, vous serez invité, enfin, comme vous avez fait là, pour le lien. Et puis, dans un autre domaine aussi, vous retrouverez sur notre site internet, en fait, vous retrouverez 4 petites vidéos qui ont été faites pour le voyage à Nantes, hein, puisque on essaye de participer, enfin tous les ans on participe au voyage à Nantes en proposant une projection artistique, voilà, hein, proposant quelque chose d'artistique. Et cette année, on a adapté, ce qu'on pensait faire, on l'a adapté pour que ça passe soit sur votre écran, soit avec vous savez, un casque immersif là de réalité virtuelle. Vous pouvez voir à 360 degrés partout autour de vous. Il y a de la musique, vous mettez ça à fond dans les oreilles et puis vous regardez et vous passez 6 minutes comme ça à regarder des choses qui, j'espère, sont sympas. Voilà. Eh bien, merci de votre présence. Bonne continuation. À bientôt, j'espère. Hein, la semaine prochaine, on aura grand plaisir à vous retrouver. Très nombreux. Merci, au revoir. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Mardi. Au revoir.